En pratique, on ne peut pas résoudre ce type de conflit d'un simple coup d'épée. Il faudra le démêler sur le long terme en essayant de parvenir à des compromis. On peut espérer qu'avec le temps, les belligérants s'épuisent et que la lassitude sociale les incite à négocier. Mais cela suppose que les clans mafieux, dont le système Assad, acceptent de desserrer au moins partiellement leur emprise et de garantir la sécurité des autres groupes, tandis que ces derniers reconnaîtraient la légitimité d'institutions communes. D'un autre côté, les Alaouites actuellement au pouvoir sont pétrifiés. S'ils lâchent prise, ils risquent de s'exposer à de futures répressions ou représailles. Trop de sang a été versé pendant la guerre et la dictature, trop de destins ont été bouleversés. De même, les Kurdes ne déposeront pas les armes s'ils ne sont pas assurés de ne pas être anéantis. Et la majorité sunnite, après avoir perdu des milliers de personnes et subi l'humiliation de décennies de domination d'un groupe qu'elle juge étranger, ne veut pas renouer avec Assad sans concession majeure. Lorsque Trump affirme que la Turquie est la clé, il cherche surtout à passer le relais à quelqu'un d'autre pour se délester d'une responsabilité. Or, même à l'époque de l'Empire ottoman, tout n'était pas paisible et uni. Soulèvements, conflits claniques, contradictions. Tout cela s'est accumulé pour finalement exploser. Je continue de réfléchir à ce qui s'est passé en Syrie et autour d'elle, et pourquoi la vision de Donald Trump selon laquelle la Turquie est la clé de la Syrie se heurte à une réalité encore plus profonde et complexe. Dans les parties précédentes, j'ai expliqué comment la Syrie s'est formée dans sa configuration actuelle, comment le régime autoritaire des Assad s'est établi, quels problèmes le pays a rencontrés, pourquoi la guerre civile à l'Artsakh a éclaté, et comment des acteurs extérieurs, la Russie, l'Iran, les États-Unis, la Turquie, les monarchies arabes du Golfe et d'autres encore se sont impliqués. Cela a eu des conséquences catastrophiques pour les populations locales. Selon certaines estimations, le nombre de morts pourrait atteindre 600 à 700 000 personnes, plusieurs fois plus que le nombre de ceux qui ont fui le pays. De nombreuses villes historiques, y compris Alep, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été ravagées par des combats acharnés. Les gens perdaient leur logement, leur emploi, leurs familles se divisaient. Certains rejoignaient l'armée d'Assad, d'autres les groupes d'opposition, et d'autres encore les islamistes radicaux. Les Kurdes ont créé leur propre enclave et sont entrés en conflit à la fois avec le régime, certains groupes islamistes et les formations turques. À un certain stade, il est devenu clair que sans l'intervention d'armées étrangères, la guerre en Syrie aurait du mal à se terminer. En 2015, les forces aérospatiales russes ont lancé une opération de soutien à Bachar al-Assad. L'Iran aidait déjà auparavant les formations chiites en envoyant des conseillers militaires et des fonds. L'Arabie saoudite et ses alliés soutenaient, financièrement et en armement, certains mouvements sunnites. La Turquie soutenait des groupes anti-Assad, mais elle a également lancé sa propre opération, contre les Kurdes, et en partie contre les radicaux islamistes. Les États-Unis étaient également impliqués, bien que sous Trump, une réduction progressive de leur activité ait commencé, du moins en parole. La guerre en Syrie, bien qu'elle ait commencé comme un conflit interne, a rapidement atteint un niveau international. Lorsque je parle de petite guerre mondiale, je veux dire que les intérêts de nombreuses puissances se sont affrontés dans ce conflit. On fait parfois une analogie avec la guerre civile en Espagne dans les années 1930, qui est également devenue une scène pour des forces extérieures. Cependant, en Espagne, il n'y avait que deux principales coalitions. D'un côté, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste soutenant le régime de Franco, et de l'autre, l'URSS et des volontaires de gauche du monde entier, avec une position assez passive des démocraties occidentales. En Syrie, la fragmentation est encore plus grande. Au moins plusieurs États fournissent un soutien militaire à de multiples groupes syriens différents. Voyons maintenant, pourquoi la Russie a-t-elle fait cela ? Officiellement, on dit combattre le terrorisme à ses frontières lointaines, empêcher les revenus pétroliers de tomber entre les mains des radicaux, empêcher la création d'une nouvelle enclave puissante de l'État islamique, Daesh. D'un autre côté, la Syrie est aussi un point où la Russie peut démontrer son potentiel militaire et s'établir dans la région, influençant non seulement le cours de la guerre, mais aussi l'avenir du Moyen-Orient. À Tartous, les militaires russes avaient depuis longtemps un point d'approvisionnement matériel et technique pour la flotte, et depuis 2015, des bases plus sérieuses ont été établies. En soutenant Assad, Moscou l'a sauvé de l'effondrement imminent. À ce moment-là, il perdait réellement le contrôle de la majeure partie du territoire.
et est ainsi devenu un acteur important sans lequel il est désormais impossible d'ignorer la situation syrienne. Bien sûr, ce succès n'est pas venu gratuitement. Il y a des coûts financiers, des risques géopolitiques, mais la Russie a montré qu'elle est capable de mener des interventions militaires au-delà de l'espace post-soviétique et d'avoir une influence significative sur l'équilibre des forces. De plus, elle peut s'entendre avec l'Iran contre, par exemple, la Turquie ou l'Arabie Saoudite, mais aussi entretenir des relations avec la Turquie, signer des accords, négocier le patrouillage conjoint, des zones de désescalade, etc. Tout cela fait partie d'une immense partie d'échecs où chaque joueur a ses propres intérêts. Passons maintenant à l'Iran. Historiquement, depuis la bataille de Khaldiran en 1514, la rivalité entre les Turcs et les Perses a été l'une des clés de la région. L'Iran, depuis la révolution islamique de 1979, a longtemps été en conflit avec les États-Unis et leurs alliés, Arabie Saoudite, Israël. Pour l'Iran, la Syrie est une véritable fenêtre donnant accès à la mer Méditerranée et permettant d'interagir avec le mouvement libanais du Hezbollah, qui est également chiite et combat aux côtés d'Assad. L'Iran considère Assad comme un allié principal contre les monarchies sunnites du Golfe, contre les États-Unis, contre Israël. De plus, il était important pour l'Iran d'empêcher le renforcement des islamistes radicaux en Syrie, car les radicaux sunnites, comme le IAIL, considèrent les chiites comme des hérétiques. Ainsi, Téhéran a investi dans le soutien à Damas en y envoyant des combattants, de l'argent, des conseillers, et semble continuer à le faire. L'Arabie Saoudite, en revanche, perçoit l'Iran chiite comme un ennemi sérieux. Dans ce contexte, Riyad et ceux qui lui sont proches, comme le Qatar et les Émirats arabes unis, pouvaient soutenir une partie de l'opposition syrienne. Mais eux-mêmes ne sont pas toujours en bons termes. Le Qatar a ses propres intérêts, l'Arabie Saoudite ses siens. De plus, les États-Unis sont intervenus, qui, sous Obama, voyaient initialement le printemps arabe comme une impulsion démocratique, mais se sont rapidement désillusionnés lorsque tout a dégénéré en affrontements massifs et en montée de l'extrémisme. Sous Trump, c'est devenu une ère où il déclarait même « Pourquoi en avons-nous besoin ? Laissez-les se débrouiller seuls, nous nous retirons. » En réalité, bien sûr, les États-Unis ne peuvent pas simplement partir, ayant des bases militaires et de nombreux contacts alliés sur place. Un autre facteur extrêmement important, les réfugiés. Environ 6 à 7 millions de Syriens ont quitté le pays, la population totale avant la guerre étant d'environ 20 à 22 millions. Parmi eux, 3 millions, voire plus, se trouvent en Turquie. Beaucoup en Jordanie, au Liban, et certains sont allés plus loin en Europe. La partie la plus difficile concerne ceux qui sont coincés dans des camps de réfugiés. De tels flux massifs de migrants n'avaient pas été vus en Europe depuis longtemps, ce qui a provoqué une grande crise politique au sein de l'Union européenne, car certains pays étaient prêts à accueillir les gens, d'autres s'y opposaient fermement et d'autres encore tentaient de se fermer. Et Erdogan n'a pas manqué de tirer parti de cela dans ses relations avec l'Union européenne. Vous voulez que je ne laisse pas passer les réfugiés chez vous? Alors, faites selon mes conditions, aidez-moi financièrement, négociez une union douanière et d'autres questions. À l'intérieur même de la Syrie, de tels déplacements de population, d'énormes destructions et pertes compliquent une situation déjà fragile. Si le régime d'Assad, soutenu par des alliés extérieurs, a survécu, cela signifie qu'à terme, il devra d'une manière ou d'une autre reconstruire le pays, ou au moins contrôler ses restes. Mais d'où tirer les ressources? La Russie et l'Iran ne pourront pas continuer à injecter des fonds indéfiniment. Les pays et organisations occidentaux peuvent aider, mais seulement s'ils voient de réels changements et au moins quelques garanties dans le domaine politique. Les Kurdes ont leur propre vision. Ils ont créé en Syrie Rojava, nom de la région autonome, et il se peut qu'ils ne soient pas intéressés à revenir sous le contrôle total de Damas. La Turquie considère les Kurdes, en particulier ceux liés au Parti des travailleurs du Kurdistan, comme des terroristes. Pour y remédier, Erdogan a mené des opérations militaires le long de la frontière, cherchant à créer une zone de sécurité sans formation armée kurde. Imaginons maintenant que Trump dise « Eh bien, la Turquie est la clé. Laissez Erdogan décider. » Et Erdogan, que faire avec les Kurdes qui sont armés et prêts à défendre leurs acquis? Erdogan ne peut pas les détruire complètement, car cela provoquerait un scandale international et un affrontement avec les États-Unis qui ne veulent pas abandonner leurs alliés, en l'occurrence les formations kurdes,
force démocratique syrienne en particulier. D'un autre côté, Erdogan a besoin de garanties que sa propre frontière ne sera pas le siège d'un étatisme kurde, d'où les accords constamment contradictoires, les cessez-le-feu temporaires, la création de zones tampons. Mais il n'y a pas de solution systémique. Tout cela montre que la Syrie reste un nœud de contradiction. En disant que la Turquie est la clé, Trump propose essentiellement à Ankara de combattre ou de négocier avec tous les acteurs présents et en même temps de gérer les conséquences. Réfugiés, effondrement économique, enclaves hostiles. Mais la Turquie peut-elle gérer cela seule? Et si l'Iran et la Russie interviennent davantage en Syrie, en opposition à la Turquie, il y a un nombre énorme de combinaisons potentiellement explosives. Parallèlement, Bachar Assad, qui semblait au bord de la chute, s'est consolidé grâce à ses alliés extérieurs et a déclaré qu'il libérerait toute la Syrie, menant des négociations quelque part, par l'intermédiaire de la Russie, parfois de l'Iran. La possibilité de son renversement ne semble plus aussi proche qu'en 2012-2013, lorsque l'opposition contrôlait une partie significative du pays. Mais le problème n'a pas disparu. Les habitants des zones d'opposition ne veulent pas vivre sous Assad, le régime persécute les anciens ennemis. Les Kurdes ne sont pas disposés à abandonner ce qu'ils ont déjà conquis. L'organisation de l'EIAL a pu être repoussée et une grande partie de sa base territoriale liquidée, mais des cellules clandestines le peuvent mieux subsister, et les idées radicales ne disparaissent pas complètement. Ainsi, il est clair que la transmission de la Syrie à la Turquie n'est pas une clé au sens simple. Bien sûr, la Turquie est un acteur important au Moyen-Orient, mais la considérer comme le maître incontesté de la Syrie revient à ignorer de nombreux autres facteurs, d'autant plus qu'Erdogan lui-même n'est pas un dirigeant immortel. Il existe une opposition dans son pays, des problèmes économiques se développent, la question kurde n'est pas résolue et les relations avec les États-Unis et la Russie, bien que flexibles, sont très imprévisibles. Et si soudainement un changement de pouvoir se produit en Turquie, les nouveaux dirigeants pourraient avoir une vision différente de la question syrienne. À suivre, le conflit en Syrie reste l'une des crises contemporaines les plus complexes, et la déclaration de Donald Trump selon laquelle la Turquie est la clé de l'avenir de la Syrie n'apporte pas de solution rapide pour plusieurs raisons. Contexte historique. La Syrie moderne, en tant qu'État aux frontières claires, existe depuis peu. Avant 1918, le territoire faisait partie de l'Empire ottoman. La région est riche en civilisations anciennes et possède des structures religieuses et ethniques complexes, incluant les Alévis, les Sunnites, les Kurdes et d'autres groupes. Influence des grandes puissances. Après la dissolution de l'Empire ottoman, la Syrie est devenue un mandat français et ses frontières actuelles ont été tracées par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le pays a connu une série de coups d'État et de dictatures jusqu'à ce que le pouvoir se concentre entre les mains de Bachar al-Assad et de son clan. Printemps arabe et guerre civile. Les manifestations de 2011-2012 ont rapidement dégénéré en conflits sanglants en raison du refus du régime de se retirer et de l'intensification des tensions sociales, de la sécheresse et de l'ingérence des radicaux. La guerre s'est compliquée par la multitude de groupes armés et l'intervention extérieure. La Russie et l'Iran soutenaient Assad, tandis que les États-Unis, la Turquie et les monarchies arabes appuyaient différentes forces d'opposition. La question kurde. Les Kurdes ont créé une autonomie dans le nord-est de la Syrie, luttant contre l'État islamique et collaborant parfois avec les forces occidentales et russes. La Turquie craint que des positions kurdes fortes n'inspirent des aspirations similaires au sein de ses propres frontières, ce qui complique son rôle dans le conflit. Pourquoi la Turquie n'est pas la clé? Malgré les déclarations de Trump, la Turquie a ses propres intérêts nationaux et problèmes internes, tels que l'économie et la question kurde. De plus, des puissances comme la Russie, l'Iran, les États-Unis et les pays du Golfe participent au conflit, chacune poursuivant ses propres objectifs et empêchant la Turquie de dominer la situation. Alliance géopolitique. La Russie a renforcé le régime d'Assad en obtenant des bases stratégiques, tandis que l'Iran utilise la Syrie comme une partie du corridor chiite et un terrain de confrontation avec l'Arabie saoudite et les États-Unis. L'Europe est préoccupée par les flux de réfugiés et le terrorisme, et l'Arabie saoudite et le Qatar cherchent à étendre leur influence et à contenir l'Iran. Catastrophe humanitaire. La guerre a détruit des villes et des infrastructures, des millions de personnes sont devenues réfugiées. La reconstruction nécessite des compromis complexes et l'implication de toutes les parties au conflit.